la stratégie, ça va être donc d'informer, repérer, confirmer et mettre en place l'intervention adaptée, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des facteurs de retard par rapport à cette prise en charge. Il y avait d'abord, pendant longtemps, on a eu une approche psychodynamique. Je ne vais pas revenir dessus, ça fait des polémiques, c'est très franco-français. La psychanalyse a beaucoup investi le champ des troubles du comportement chez l'enfant et dans la sphère familiale. Il y a eu plein d'hypothèses. On en sort, ça y est, on en sort, on évolue. Vous allez voir, il y a différents référentiels qui ont été mis en place qui permettent de faire des choses qui sont valides. On n'avait pas de référentiel validé. On va voir que c'est en train de se mettre en place depuis à peu près une dizaine d'années. Pas de référentiel, on avait une manque de formation des professionnels et de sensibilisation. On a de plus en plus de sensibilisation dans tous les médias aujourd'hui et on commence à avoir des premières formations. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème d'accès aux ressources, c'est-à-dire que les médecins, pour y accéder dans les centres hospitaliers, les centres de référence, c'est extrêmement compliqué. Les délais, ah oui, mais on vous le prend en 5 ans. Voilà. Désolé, je ne prends plus de patients. Voilà. Non, je ne prends plus de patients, je suis désolé, je ne prends plus de nouveaux patients. Ouais, facile. Mais le problème, c'est que les parents, ils font quoi? Donc, on a repéré, et derrière, on n'a plus de possibilités. Ça, c'est un gros problème pour les familles. Il n'y a rien de pire que. On a la solution, on sait ce que vous avez, mais désolé, la personne de disponible. Il faut attendre 3 ans. Vous gardez votre enfant, ouais, il est tyrannique, ou il a TDAH, mais c'est pas grave. Attendez. Voilà. Ça change. Évolution positive, ça change. Il y a une stratégie, et ça change beaucoup de choses. 2023-2027 sur le développement des troubles du neurodéveloppement. Et ça, c'est politique. Il y a une vraie volonté politique depuis quelques années, une volonté de changement. On a une élaboration des référentiels HAS, dont celui sur le trouble de l'attention que je vais vous présenter aujourd'hui. Des formations pour les professionnels. On le voit, moi au niveau médical, je vois passer de plus en plus de formations sur les troubles 10, sur le TSA, sur les troubles de l'attention. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Et aujourd'hui, quand on reprend les formations de tous les médecins généralistes, les pédiatres, les psychiatres, on va avoir des formations qui n'existaient pas il y a 3 ans. Ça monte. Et une augmentation des spécialistes au centre dédié au TND, ça commence. On a un centre TND à Bordeaux. Ça se développe un peu partout. Les centres sur les apprentis, le centre qu'on appelle de référence, c'est quelque chose qui date après la loi de 2005. Ça évolue un peu partout en France. C'est parfois un peu compliqué de faire fonctionner ces centres les uns avec les autres. Parfois, ils sont plus spécialisés, mais on va plutôt vers une harmonisation de l'ensemble de ces structures. Mais ça demande du temps. C'est des grosses machines. Voilà. On a eu les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, qui font partie de cette stratégie. Les PCO, c'est les plateformes qui permettent de faire du repérage de l'ensemble des troupes. Donc ça, c'est nouveau. Ça commence à fonctionner. Ça fonctionnait pour les 0-6 ans. Il y a les 7-12 ans qui arrivent et qui vont repérer avec des professionnels qui sont formés en repérage. On va voir que derrière, le problème, c'est qu'il n'y a personne pour accueillir tous ces repérages. Les plateformes, fluidifier le parcours de soins, c'est en cours. Mise en place de nouveaux outils. On a dernièrement, vous avez, ça date de la semaine dernière, ou de 10 jours, le ministre qui présentait donc la partie sur les repérages obligatoires des troubles 10 sur le carnet de santé, comme partie obligatoire, avec des consultations qui vont être obligatoires chez le médecin, où on va devoir demander aux médecins traitants, les généralistes, également les pédiatres, de pouvoir repérer les troubles 10. On sait que les troubles 10, ils avancent souvent avec des troubles de l'attention, et qui sont à la source, on va voir, derrière des troubles du comportement tyrannique. Donc si ces troubles sont repérés en amont, ça avance. Donc, tout ça avance. 2007, il y a eu une première publication sur les troubles du neurodéveloppement. Bon, c'est pas encore une recommandation, mais c'était déjà qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se développe. C'était 2007. 2015, première recommandation sur le trouble de l'attention, mais c'était comment repérer. Alors on disait c'était déjà une première ébauche. Comment repérer ces troubles? J'avais participé à la relecture en 2015 de ces recommandations. C'était déjà une étape. On pouvait c'était les recommandations pour les médecins traitants, les pédiatres, les médecins généralistes. Comment on fait pour repérer? En 2017, il y a eu une évolution très importante avec là le parcours de soins des enfants qui avaient un trouble du développement et un trouble des apprentissages, donc le parcours des enfants de 10, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on faisait quand un enfant avait
difficultés pour apprendre à lire, dyslexie, quand il est maladroit, quand il a des problèmes de calcul, etc. Comment on organisait le parcours de soins. Ça, c'était 2017. J'ai participé au groupe de travail, donc je le connais par cœur, qui insistait déjà sur l'importance des médecins coordonnateurs. 2019, il y a les recommandations sur le TSA 2019-2020, où on a pris, on a défini un peu plus les choses. Ça aboutit à des recommandations qui peut-être seront encore réamendées et remodifiées. Les recommandations, c'est fait pour bouger. Et 2024, c'est sorti là, il y a un mois et demi, hein. Mais enfin, là, on a travaillé pendant quasiment 2 ans et demi. Euh, Nathalie Franck, que vous connaissez bien et qui intervient souvent chez React, était une tête de pont avec Olivier Bonneau, qui est responsable national du psychiatre. Et ils ont animé le petit groupe de départ. Et moi, j'ai participé au groupe de travail. On a travaillé pendant 2 ans et demi. Il y avait Christine Jettin aussi, qui faisait partie d'une association, une grosse association comme vous, qui s'appelle TDA France. Et donc, qui a animé tout ça. Il y avait une vingtaine de personnes. On a travaillé pendant 2 ans et demi pour l'élaboration de ces recommandations. Donc, je vais vous avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui, parce que je suis très heureux d'être enfin sorti. Le TDA, c'est un des facteurs les plus importants, hein, dans les, puisqu'on va voir au niveau de la prévalence, c'est vraiment très important. Il permet de comprendre, ça va permettre de comprendre le dysfonctionnement, connaître les conséquences et les solutions possibles, et limiter le risque de développement d'un comportement tyrannique. Donc, c'est un peu ça l'idée des recommandations, hein, qu'on arrive à mieux comprendre, mieux connaître pour anticiper et prévenir. Les troubles du neurodéveloppement. Ça, c'était l'assurance maladie. Il a sorti, là, enfin, on a reçu il y a 2 ans, 10% des enfants. Donc 10% des enfants, c'est 1 million, hein. Voilà. À peu près 1 million d'enfants, hein, qui ont un trouble du neurodéveloppement. C'est pas rien. Voilà. 3% des adultes, ça fait 2,5 millions, oui, en France. Ça, c'est le chiffre France, hein. Je vous ai mis chiffre France. En France, 10% des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement. Tout compris. Diagnostiqué. Non, non, pas des enfants diagnostiqués. Non, non. Non, des enfants diagnostiqués TND, on doit être à 0,5%. Mais à peu près. J'exagère peut-être un petit peu, mais on est à beaucoup moins. Des enfants présentant aujourd'hui, on sait que la prévalence est mondiale, hein. C'est pas qu'en France, hein. On sait que globalement, toutes les sciences, monde entier, on sait qu'il y a à peu près 10% des enfants qui présentent des particularités dans le développement de leur cerveau. Trouble du neurodéveloppement. C'est ça. Et là, ça regroupe tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, c'est les troubles des apprentissages, les particularités pour apprendre. Ils vont avoir des troubles du spectre autistique, et puis on va avoir des troubles du contrôle, ils vont avoir des troubles de l'attention. Puis aussi, on a des troubles de déficience intellectuelle, qui font partie aussi des troubles des PND. Moins fréquents, mais qui sont très sévères, bien sûr. La déficience intellectuelle, c'est effectivement quand on a un problème. 3% des adultes, à peu près, que les enfants ils grandissent, hein. Bon, ils deviennent pas tous adultes avec un TND. Pas mal. L'évolution naturelle d'un trouble du neurodéveloppement, c'est quand même de s'améliorer la plupart du temps, mais il y en a qui le gardent. Voilà. Et on sait que dans les adultes, si vous prenez à peu près 3% d'adultes qui ont un TND, il y en a 2% qui ont un TDAH, et le reste, ils ont 22%, c'est à peu près le reste. Mais on a quand même en France 2,5 millions d'adultes qui présentent actuellement là, un trouble du neurodéveloppement. Et ça s'alimente tous les jours avec les enfants. C'est un problème de santé publique, ça, tout le monde a compris. Beaucoup d'argent, et puis il y a une vraie volonté politique de s'en occuper. Et donc, je vous rappelle les 3 catégories. Il y a globalement, pour retenir dans les TND, il y a les troubles 10, ce qu'on appelle les troubles 10, c'est un peu un fourre-tout, hein. On va trouver des troubles du langage, par exemple. On va avoir les dysphasies, donc voilà, c'est les troubles du développement du langage. On a des retards de développement, globalement. On a tous les troubles de la lecture. Tous les enfants ne sont pas dyslexiques, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans une classe de 25 élèves, je ne sais pas s'il y en a un seul qui est à peu près standard, hein, voilà. Il y en a au moins 15 qui sont dyslexiques. Non, ils ne sont pas tous dyslexiques, hein, mais parfois, il y a des enfants qui ne lisent plus, tout simplement, parce que les parents d'ailleurs ne lisent plus non plus, hein, puis la lecture a chuté, parce qu'on fait tous, on regarde plus d'images que de textes, donc on apprend moins bien à lire, donc c'est pas pour ça qu'ils sont dyslexiques. Mais il y en a quand même qui ont des troubles de la lecture, donc c'est quand même important, c'est la plus grande partie. Et après, il y a des enfants qui ne sont pas tous forcément équipés pour comprendre le nombre. Là, on a des dyscalculies, on a des problèmes d'orthographe aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à bien voir l'orthographe, ils ont du mal à reconnaître les mots. Et donc, ils vont avoir des dysorthographies. Il y a les enfants maladroits aussi. Alors là, c'est pareil. Ça aussi, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Vous entendrez parler de troubles d'acquisition de la coordination, puis après des dyspraxies. Enfin,
Ça a évolué depuis 20 ans. Moi, j'ai vu l'évolution. Les classifications ont beaucoup changé, avec chacun son interprétation. Mais globalement, ils sont pas bons, quoi. Ils sont maladroits, ils n'arrivent pas à se repérer dans l'espace. Et puis, ils sont pas bons. Alors, il y a tout un spectre là. Et puis, on a les PSA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la proportion fait à peu près 0,7%. En théorie, hein, sur les autistes, enfin, ceux qui ont vraiment un autisme. Après, aujourd'hui, le spectre, je vous ai dit, a tendance à s'élargir chez l'enfant et aujourd'hui chez l'adulte. Il ne passe pas une semaine sans que j'ai un adulte qui arrive, ouais, j'ai bac plus 7, machin, je me très bien, machin, etc. Je me pose la question, est-ce que j'ai pas un TSA? Oui, écoutez, déjà, je suis anxieux, etc. On va trouver beaucoup d'adultes qui pensent qu'ils ont un TSA. Il peut y en avoir, effectivement, hein, mais pas forcément 10% de la population, hein. Et le TDAH dont on va parler. Alors, le trouble neurovisuel, c'est des problèmes de coordination au niveau du globe oculaire, hein, la plupart du temps, pas forcément, mais c'est souvent, c'est des problèmes de vision qui sont décalés et qui vont intervenir notamment sur la lecture, parce qu'on sait qu'il y a un impact très important sur la lecture quand ils ont des troubles neurovisuels, et donc ils vont être très gênés, ils vont décaler les lignes, alors c'est compliqué. Trouble neurovisuel, c'est pareil, hein, c'est un truc un peu compliqué, assez multifactoriel, qui fait intervenir des problèmes qui peuvent être purement ophtalmo, des problèmes d'acuité visuelle et puis des problèmes aussi de coordination entre le cerveau et les muscles oculaires. Donc c'est assez compliqué. Et effectivement, les orthoptistes se sont amenés à. Il y a eu un développement des orthoptistes à visée neurovisuelle qui se sont spécialisés, qui ont fait des recherches là-dedans. Donc c'est en plein essor. Et ça fait partie effectivement des troubles du neurodéveloppement, puisqu'effectivement, il y a un lien. Ah oui, c'est inclus dedans, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Les troubles neurovisuels sont. Parce que c'est important, les dernières statistiques en France, c'est un enfant par classe de maternelle. Alors, oui, oui, alors, un enfant par classe de maternelle, on rejoint des statistiques à peu près à 1,5 ou 2% des enfants. C'est donc c'est important, effectivement. Et alors après, il faut déterminer sur le diagnostic, justement, par rapport à ces troubles. Est-ce que c'est associé, il peut y avoir des problèmes aussi de strabisme, qui sont pas forcément des troubles neurovisuels, mais des problèmes d'accommodation avec ce qu'on appelle l'amblyopie. Vous avez un œil qui est plus gros que l'autre, et donc le cerveau, il coupe l'image. Et donc après, il y a un décalage œil droit et gauche. Et puis, il n'y a plus de création d'image mentale derrière. C'est assez compliqué, il faut le dépister tôt. Il y a des retards de dépistage là. On a fait des progrès là-dessus, hein, sur le dépistage des troubles neurovisuels, des troubles de l'acuité visuelle. Et puis ensuite, il y a des problèmes neuro, c'est-à-dire neurovisuels. Et là, c'est cerveau-œil. Et c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs entrées. Et là, effectivement, c'est important d'avoir des professionnels qui soient capables de faire des bilans qui soient effectivement clairs et de savoir ce qu'on fait derrière au niveau de la rééducation. Voilà, parce qu'il y a différents types. Je ne vais pas détailler. En plus, c'est pas ma spécialité, l'ophtalmo, mais enfin, je sais ce que c'est qu'un trouble neurovisuel et une amblyopie. Mais c'est effectivement plus compliqué. Il y a eu plusieurs études, plusieurs écoles. Il y a eu aussi alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est sur les troubles 10, avec la mise en place de prismes, la mise en place de semelles orthopédiques, avec un peu de confusion. Tout ça, ça n'a pas forcément été forcément validé, mais il y a eu des choses qui étaient un peu plus compliquées de ce côté-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça va nous amener un petit peu loin aujourd'hui. On va sortir du TDAH, mais vous avez raison. Les troubles neurovisuels sont importants. Ils font partie des troubles du neurodéveloppement. En tout cas, on les englobe dedans. Groupe de travail HAS. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de travail HAS? Déjà, il faut comprendre un peu le fonctionnement de l'HAS, parce que l'HAS, c'est pour tout. Hein, c'est pour l'hypertension artérielle, l'entorse de la cheville, l'opération de l'épaule, les troubles de l'attention, voilà. Ça va définir des référentiels, en fait. On regarde ce qui a été fait un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui n'est pas, avec différents grades de validation, A, B, C, D. Euh, donc, qui permettent de savoir si c'est validé ou si c'est pas validé et donc de déterminer ce qui est recommandé aujourd'hui. Donc ça va aboutir, il y a des professionnels de santé, il y a des parents et des représentants associatifs dans un groupe de travail. Ces gens-là ont une expertise clinique sur le sujet, hein. On ne va pas chercher quelqu'un qui connaît rien au sujet. On les réunit, ils ont leur position, on va rédiger un argumentaire et on va discuter, on va regarder tout ce qui est, on va rédiger un argumentaire et des recommandations sur un travail qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Le TDAH, ça a duré plus de 2 ans, avec plus de 20 réunions présentielles à Paris, à l'HAS, à Saint-Denis,
Voilà, c'est une journée à chaque fois, c'est un gros travail, hein. Ensuite, il y a une élaboration de recommandations par ces professionnels. Ensuite, on soumet à 50 ou 60 personnes qui sont experts aussi sur le sujet, qui vont relire et qui vont corriger les coquilles, donner leur avis. Et on va remodifier après ça. On va relire les recommandations. Et puis après, on arrive à tous se mettre d'accord, une fois, deux fois, trois fois, tout le monde est écouté, à juger, c'est parti. Et on valide et on diffuse. Donc ça, c'est valable pour toutes les problématiques en France. Et après, on a une validation, une certification HS qui permet de dire, voilà, on a défini que pour ce sujet, en fonction de ce qui se fait dans le monde, en fonction de ce qui a été validé, avec une validation qui soit non pas sur des positions dogmatiques ou des idées politiques, c'est comme ça a été validé, et on peut dire, voilà, ce qui est validé aujourd'hui, c'est ça. Globalement, il y a une durée de vie des recommandations d'une dizaine d'années. 10 ans après, il faut remettre le couvert parce que ça bouge en action. La santé. Donc, pour tous les sujets médicaux, on essaie de mettre en place des recommandations. Et c'est opposable. Alors, ce qui est important, c'est que ces recommandations, maintenant, deviennent opposables par l'assurance maladie, c'est-à-dire, et par toutes les procédures juridiques. C'est-à-dire que quand il y a un problème juridique, vous pouvez opposer, voilà, mais on a fait ça, mais il est recommandé de faire ça. Donc, problème. Donc, il y a une opposition où, docteur, vous avez fait ça, monsieur, vous avez fait ça, et c'est pas ce qui est recommandé. Donc c'est important, c'est vraiment important, ça va servir de base de travail pour tous les domaines médicaux en France. Réévaluation régulière, donc. Ça aide le médecin. Alors, concernant le TDAH, ça va aider le médecin à diagnostiquer le TDAH, à explorer les autres TMD, on va voir. Ça va permettre d'adapter les interventions en coordination avec les professionnels et les plateformes. Parce que c'était, dans ce qui concernait le TDAH, ça partait dans tous les sens. On avait un peu, chacun faisait à sa sauce comme il voulait. Et donc, il y avait des gens qui étaient formés, qui appliquaient ce qui se faisait ailleurs, parce qu'il y avait des recommandations partout dans le monde, mais pas en France. Il y avait des recommandations en Belgique, il y avait des recommandations en Espagne, il y avait des recommandations au Canada, au Québec, etc. Au Québec, c'est le Canada, aux États-Unis, etc., en Angleterre, mais pas en France. Donc, c'était une pratique un peu disparate en France et on ne savait pas comment s'organiser. Chacun faisait un peu comme il voulait. Donc, l'avantage, ça va permettre de coordonner tout ça et d'avoir quelque chose de très précis. On va pouvoir assurer le suivi et surtout, on va pouvoir harmoniser nos pratiques et former des professionnels. C'est destiné surtout, les recommandations au public, c'était destiné au départ aux médecins qui connaissaient le sujet pour qu'ils puissent avoir une pratique commune, mais ça s'adresse à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé dans la salle ou vraiment en ligne, mais ça s'adresse aussi à tous les professionnels qui sont au contact des TND. Les orthophonistes, les psychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les médecins de PMU, tous les médecins de premier ou second recours. C'est donc très important d'avoir des recommandations, ça s'adresse à tout le monde. Une plateforme de coordination pour pouvoir savoir ce qu'il fallait faire, harmoniser les pratiques. Et ça s'adresse aussi à vous, les familles. Moi, je donne des références, des recommandations aux familles de manière à ce que vous puissiez comprendre. Donc, on sait, vous l'avez vu avec la psychoéducation, ça va être très important. Il faut que vous compreniez, ça vous aide à comprendre. Et ça vous permet aussi de dire, voilà, aux écoles ou à des personnes qui vous disent qu'il faut faire comme ça. Non, attendez, monsieur, madame, la directrice d'école ou la responsable de l'MDPH, non, c'est recommandé, c'est ça, c'est pas ça. Vous me demandez de faire ça, mais c'est pas dans les recommandations. Donc pour vous, c'est important pour les patients également d'avoir accès à ces recommandations qui sont publiques. Vous pouvez les télécharger sur le site de la Haute Autorité de Santé, comme toutes les recommandations pour toutes les pratiques médicales en France. Donc je vous invite à le faire parce que c'est vraiment important.